Deux entreprises ont un salaire moyen de 40 000 euros. Dans l'une, tout le monde gagne entre 38 000 euros et 42 000. Dans l'autre, certains gagnent 20 000 euros et d'autres 1 million d'euros. Il s'agit bel et bien évidemment de la même moyenne, mais avec des réalités complètement différentes. Aujourd'hui, on apprend à mesurer cette différence. C'est de la dispersion. Une moyenne présentée sans dispersion, c'est comme une photo floue. Situation problème. Vous devez choisir entre deux fournisseurs pour livrer vos produits. Leur délai de livraison moyenne est identique, 5 jours. Mais vous avez les données historiques. Le premier fournisseur, fournisseur A, délai entre 4,5 et 5,5 jours. Écart type de 0,3 jours. Fournisseur B, délai entre 2 et 12 jours. Écart type 3 jours. Lequel choisissez-vous? Dans ce genre de cas, on voit clairement que le fournisseur A est fiable et prévisible. Par contre, le fournisseur B, pouvant fournir en 2 jours ou 12 jours, nous présente plus d'incertitudes. La dispersion est souvent plus importante que la moyenne pour la prise de décision. Un analyste doit donc savoir les mesurer et interpréter. La première mesure de dispersion, l'étendue. L'étendue est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale d'une distribution. En anglais, elle est appelée range, max moins min. Par exemple, on a les salaires suivants: 25K, 28K, 30K, 32K, 35K, 40K et 1000K. L'étendue ici est égale à la valeur maximale 1000K moins la valeur minimale 25K et on trouve 975. Cette étendue est complètement dominée par la valeur extrême qui est égale à 1000. Quand est-ce qu'on utilise l'étendue? Il faut l'utiliser avec prudence et seulement pour un premier aperçu rapide. Parce qu'elle ne reflète pas que 6 salaires sur 7 sont entre 25K et 40K. L'étendue est très simple pour calculer et à comprendre, mais reste trop sensible aux valeurs extrêmes. La deuxième mesure de dispersion, les quartiles et l'interquartile. Les quartiles divisent une distribution en 4 parties égales. On a le premier quartile, qui représente 25% des données sont en dessous et 75 au-dessus. Deuxième quartile, qui est la médiane, 50% en dessous, 50% au-dessus. Troisième quartile, 75% en dessous, 25 au-dessus. Parlant d'interquartile, l'interquartile noté IQR est tout simplement égal à Q3 moins Q1 et représente l'intervalle qui contient les 50% des données centrales. Il est robuste aux valeurs extrêmes. Par exemple, on a les salaires triés suivants. En se plaçant, ici on a 7 salaires. En se plaçant au milieu, c'est-à-dire la quatrième valeur qui est égale à 32K, qui sera considérée comme Q2. Dans la première partie, on a 3 valeurs. La valeur qui sera au milieu, c'est-à-dire 28K, sera considérée comme le premier quartile. Et de l'autre côté, 40K sera considéré comme étant le troisième quartile. Ici, l'interquartile est donc égal à Q3 moins Q1. Et on trouve 40 moins 28, 12. Comment détecter si une valeur est extrême avec l'interquartile? Il s'agit de la règle classique. Un outlier, c'est-à-dire une valeur extrême, lorsqu'elle est en dessous de Q1 moins 1,5 fois IQR ou bien au-dessus de Q3 plus 1,5 fois IQR, cette valeur est considérée comme un outlier. Par exemple, pour notre cas, on trouve que Q1 moins 1,5 fois 12 égale à 10K. Q3 plus 1,5 fois 12 égale à 58K. Donc, les valeurs qui seront inférieures à 10K et supérieures à 58K seront considérées comme étant les valeurs extrêmes, les outliers. Ici, 1000K est un exemple.
Parlant des variances, la variance est la mesure de dispersion moyenne des données autour de la moyenne. En fait, mathématiquement, c'est la moyenne des carrés des écarts de chaque valeur avec la moyenne, x bar ou bien mu pour la population. Elle est donc notée sigma carré pour la population et S carré pour l'échantillon. Sa formule donc, pour une population, on a xi moins mu au carré sur n. Pour un échantillon, à la place de mu, on aura plutôt x bar. Pourquoi n-1 à l'échantillon au lieu de n? Il s'agit ici de la correction de Bessel. Quand on calcule la variance sur un échantillon, on utilise n-1 pour que l'estimation n soit non biaisée. En d'autres termes, on corrige le fait qu'on observe seulement une partie de la population. Comme interprétation, lorsque la variance est nulle, ça veut dire que toutes les données sont identiques. Lorsque la variance est petite, ça veut dire que les données sont groupées autour de la moyenne. Et lorsqu'elle est grande, ça veut dire que les données sont dispersées. Alors, notons que l'utilisation de la variance permet d'exploiter toutes les données, mais son unité de mesure le rend difficile à interpréter. Par exemple, pour le calcul de la variance, on nous donne l'exemple des salaires, 6 salaires, 25K, 28K, 30K, 32K, 35K et 40K. Ici, la moyenne est de 31,67K. Pour donc trouver la variance, nous allons mettre nos valeurs dans un tableau, calculer les écarts avec la moyenne, c'est-à-dire 25 moins 31,67, où nous avons moins 6,67, 28 moins 31,67, nous trouvons 3,67, ainsi de suite. 40 moins 31,67, nous trouvons 8,33. Puis, on élève chaque écart au carré. Et on trouve pour le premier 44,4, 13,4, 2,8, 0,1, 11,1, 69,4. À la suite, nous allons sommer toutes ces valeurs et diviser par le nombre total moins 1, puisqu'il s'agit ici d'un échantillon. S'il s'agissait de la population, nous devons diviser tout ça par 6. Comme ici, il s'agit de l'échantillon, nous divisons plutôt par 5 et on trouve 28,2. Prochaine mesure de dispersion, l'écart type. L'écart type est la racine carrée de la variance. Il mesure la dispersion dans la même unité que les données originales. L'écart type est noté sigma pour une population, S pour un échantillon. La formule est simple. C'est juste la racine carrée de sigma carré avec sigma carré la variance, ou bien S carré la variance de l'échantillon. Lorsque l'écart type est petit, ça veut dire que les données sont proches de la moyenne. Et lorsqu'il est grand, ça veut dire que les données sont dispersées. Une règle empirique pour la représentation des résultats accompagnés des écarts types. Lorsqu'on veut estimer nos résultats avec un intervalle de confiance de 68%, nous allons représenter nos résultats sous forme mu plus ou moins sigma. Lorsqu'il s'agit de l'intervalle de confiance de 95%, nous aurons plutôt mu moins plus ou moins 2 sigma, c'est-à-dire les valeurs seront comprises entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Lorsqu'on veut plutôt les représenter avec l'intervalle de confiance de 99,7%, les données se trouvent dans l'intervalle mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. L'écart type s'exprime dans la moitié, exprime à moitié que les données peuvent
s'interpréter directement. L'écart type est la base de nombreux calculs comme les intervalles de confiance, mais il reste aussi sensible aux valeurs extrêmes. Par exemple, on nous présente la moyenne qui est égale à 70 et l'écart type qui est égal à 10 des notes des élèves après une étude. Et on nous demande de trouver les intervalles de notes en fonction des niveaux de confiance. La solution est simple. Pour chaque cas, on va faire 70. Pour le premier cas, 68%, on aura 70 moins 10 et 70 plus 10. Ce qu'on trouve 60 et 80. Deuxième cas, 95%, nous allons retrancher et additionner avec 2 sigma, c'est-à-dire 50 et 90. Pour le troisième cas, 99,7%, nous allons plutôt multiplier sigma fois 3. Mu moins 3 sigma, on obtient 40. Mu plus 3 sigma, nous obtenons 100. Le coefficient de variation. Le coefficient de variation est le rapport entre l'écart type et la moyenne, exprimé en pourcentage. On note le coefficient de variation CV qui est égal à sigma sur mu fois 100 exprimé en pourcentage. Par exemple, on nous présente le poids qui est en kilogrammes. Mu égale à 70 et sigma égale à 10. En faisant 10 divisé par 70, nous trouvons 14,3 fois 100 en pourcentage. Pour la taille exprimée en centimètres, mu égale à 170, sigma égale à 10. Le coefficient de variation, CV, est égal à 10 divisé par 170 fois 100. Et nous obtenons 5,9 exprimé en pourcentage. En conclusion ici, on peut dire que le poids est plus dispersé que la taille, même si l'écart type est le même. Quand est-ce qu'on utilise l'écart type? Pour comparer les séries avec les unités différentes. Comme notre cas ici, le poids qui est exprimé en kilogrammes et la taille qui est exprimée en centimètres. Le coefficient de variation est aussi utilisé pour comparer les séries avec les ordres de grandeur différents. Lorsqu'on utilise les moyens de mesure, les mesures de dispersion, il y a certains pièges à éviter. Ici, comme piège classique, en tant que client, on vous garantit dans une livraison que le délai moyen est de 5 jours avec un écart type de 3 jours. Dans cette situation, une personne non avertie peut penser que c'est acceptable. Or, mais un écart type de 3 jours sur une moyenne de 5 jours signifie que certains délais dépassent 11 jours. Or, c'est potentiellement inacceptable pour un client. La règle d'or, lorsqu'on présente un résultat, on écrit la moyenne plus ou moins l'écart type. Il faut aussi ajouter la médiane et l'interquartile pour plus de robustesse à notre présentation. Aujourd'hui, nous avons parlé des mesures de dispersion. Nous avons illustré l'étendue, la variance, l'écart type, les quartiles, le coefficient de variation. Et la semaine s'achève. Comme récapitulatif, le lundi, nous avons parlé de la statistique inférentielle et descriptive. Le mardi, les différents types de données et échelles de mesure. Mercredi, population, échantillon et technique d'échantillonnage. Jeudi, mesure et tendance de centra. Vendredi, mesure de dispersion. La semaine prochaine, nous allons aborder la visualisation. Nous apprendrons à lire un histogramme, un box plot et à comprendre la loi normale. On se voit la semaine prochaine.